Notre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Et je vous propose donc tout de suite d'aller retrouver ce matin, d'échanger par téléphone avec le professeur Axel Kahn, qu'on connaît comme éminent généticien, chercheur à l'INSERM, et on va surtout commencer par l'interroger aujourd'hui en sa qualité de président du comité éthique et cancer. Bonjour professeur. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Moi, je vais très bien. Les temps sont un peu agités parce que l'actualité que l'on me demande de commenter est diverse. Oui. Et par conséquent, je suis souvent sur les radios, les télévisions, dans les journaux, etc. Et maintenant, ce matin, avec vous. Je vous en remercie en tout cas de m'accorder un peu de temps. Effectivement, je disais, on va rappeler, avant de revenir à la question d'actualité qui nous préoccupe, on va rappeler en quelques mots, si vous le voulez bien, le rôle du comité éthique et cancer. S'il vous plaît. Ce comité éthique et cancer fait suite à un groupe de réflexion qui était interne à la Ligue nationale contre le cancer et il a été institué en tant que comité indépendant par la ministre Roselyne Bachelot, ministre des Affaires sociales et de la Santé, en 2008. Et il a, depuis ce moment, il a bien travaillé, puisque l'avis sur le cannabis est l'avis numéro 35. Il peut être saisi par des particuliers ou alors par des associations, des institutions, des autorités ministérielles et quand il est saisi par une autorité, il est tenu de répondre. Lorsqu'il est saisi par un particulier, évidemment, toutes les interrogations ne sont pas du champ de l'éthique et ne justifient pas plus éventuellement qu'une réponse individuelle. Mais dans le cas de cette malade qui nous disait consommer du cannabis, voilà, c'était une malade atteinte d'un cancer avancé, avec des douleurs importantes, et elle témoignait être très soulagée de la prise de cannabis, et elle se demandait s'il y avait bien une raison de le rendre illégal, y compris pour des malades comme elle, et elle proposait même de rapprocher cette interdiction d'une maltraitance, d'une non-assistance à personne en danger de souffrance. On pousse la réflexion relativement loin. Quelle est d'ailleurs la position de la France par rapport, par exemple, aux autres pays européens? La position de, effectivement, prescription ou pas du cannabis en tant que... La France, de ce côté-là, ne connaît pas d'exception. Elle autorise simplement des deux spécialités pharmaceutiques qui sont à base de dérivés du cannabis, le produit actif du cannabis, mais qui sont très peu utilisés en réalité, et l'utilisation des produits naturels ou des dérivés directement naturels du cannabis est interdite, illégale, quel qu'en soit l'usage. Le comité, après avoir étudié cette affaire-là, a conclu qu'il n'y avait vraiment aucune raison que l'on puisse avancer, mettre en avant pour refuser à des personnes atteintes d'une maladie aussi grave, à des adultes atteints d'une maladie aussi grave que le cancer avec des douleurs et qui témoignent en être soulagés, leur refuser la consommation de ce produit. Donc notre avis est clair et net. Il est à titre consultatif, on le rappelle, vous n'avez... Naturellement, il est à titre consultatif. Oui. C'est notre avis à nous et maintenant ce sont aux autorités de statuer. De légiférer sans doute peut-être. Voilà. Ouais. L'autre intervention, l'autre sujet d'actualité brûlant également pour lequel vous êtes régulièrement sollicité, c'est cette information, alors pareil, info intox, des jumelles seraient nées en Chine dernièrement après avoir reçu une modification génétique qui les rendrait résistantes au VIH. Alors, à la veille de la célébration de la 30e journée de lutte contre le sida, contre le VIH, qu'est-ce que ça vous inspire cette information ? Tout d'abord, cette manipulation génétique sur des embryons n'avait pas de raison d'être, même dans la situation des petites filles. Ces petites filles avaient un papa séropositif, mais ma foi, c'est une situation qui est relativement
connue, on va dire fréquente, hélas, compte tenu de la diffusion du sida. Et dans ces cas-là, eh bien, on prend le sperme du père, ce sperme est lavé, les spermatozoïdes sont utilisés pour féconder in vitro des ovocytes, et il n'y a pas de risque de transmission du sida. Le risque de transmission, évidemment, ce que je vais dire est scandaleux, mais pour vous montrer que c'est absurde, le risque principal de transmission du sida de ce père à ses filles était s'il les avait agressées sexuellement plus tard, puisqu'il s'agit d'une maladie sexuellement transmissible. Donc il n'y avait strictement aucune raison pour préserver ces petites filles de faire cette intervention que l'on appelle l'édition de précision sur son génome. Il s'agit vraiment d'une expérience de première intention. On n'a pas de garantie, on n'a pas d'expérience préalable suffisante pour assurer l'innocuité d'une telle intervention sur l'embryon humain. On sait que le système utilisé, que l'on appelle le système CRISPR-Cas9, effectivement permet de réécrire, d'éditer, de modifier quelques bases d'un gène, et c'est son intérêt, mais comporte également des effets indésirés en des sites un peu inconnus et imprévisibles. Et peuvent être là la cause d'effets délétères. Et donc il faut être extrêmement prudent, et il faut au moins que le jeu en vaille la chandelle. En fait, ce qu'a voulu ce scientifique chinois, sans doute, c'est être le premier à s'engager dans la voie, non plus de la thérapie génique, c'est pas une thérapie génique ici, mais la voie de la manipulation d'embryons pour faire naître des humains augmentés, ici des femmes augmentées avec soi-disant une capacité à ne pas être contaminées par le virus du sida. Mais comment s'y est-il pris? Pour ce faire, il a inactivé un récepteur, c'est-à-dire une molécule qui est à la surface des cellules et qui de fait est utilisée par le virus du sida pour entrer dans la cellule. Mais ce récepteur, il doit bien servir à quelque chose d'autre, puisque la sélection naturelle l'a conservé. Et donc, personne ne peut savoir quelles sont les conséquences à long terme sur les lignages ayant cela de cette modification. Donc, profondément, sans même parler du caractère éthique ou pas de ce dessein de faire des humains augmentés, dans le cas présent, il s'agit d'une pure folie. Et à vérifier, effectivement, comme je disais il y a quelques instants, info ou intox, ça remet en question d'une manière générale pour vous, en qualité de généticien, la manipulation génétique, pardon du terme qui est peut-être lourd, mais voilà, la manipulation génétique pour faire à destination des bébés médicaments, c'est ça? Oui. Non, c'est très différent. Le bébé, ce qu'on appelle le bébé médicament, c'est une sélection d'un enfant sain pour être une réserve d'un organe de sang de cordon, en règle générale, pour traiter un frère ou une sœur aînée atteint d'une maladie qui ne peut être guérie que par une greffe de cellules souches hématopoïétiques, les cellules à l'origine de tous les éléments du sang. Donc ça n'a rien à voir réellement avec cette modification génétique. Ça n'est pas non plus de la thérapie génique. La thérapie génique est pratiquée et il n'y a pas d'objection, aucune objection particulière à la thérapie génique. Comme je vous ai dit, ici, il s'agit d'ouvrir la porte et si en effet la modification a bien été réalisée, c'est une première mondiale et c'est une date importante, ouvrir la porte à la réalisation de ce grand projet, ce grand dessein qui est celui du transhumanisme. De rendre l'humain parfait, l'être humain parfait. Pas parfait, mais en tout cas les améliorer. Merci infiniment, professeur Axel Kangé.